Ok, bonsoir, bonjour, dépendant à l'heure à laquelle vous allez voir ce recording. Aujourd'hui, comme les autres jours, on va essayer de continuer avec la formation Python et plus précisément la partie là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la programmation orientée objet. Donc, la dernière fois, on a essayé d'introduire la programmation orientée objet avec les concepts de base comme les classes, les attributs, les méthodes, des Magic Methods et d'autres concepts un peu techniques de Python. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va d'abord faire une revue de ce qu'on a fait la dernière fois et entamer maintenant la suite de la programmation orientée objet. Ok, sans plus attendre, je vais passer au next page. Dans la dernière fois, ce qu'on a vu, c'est le concept de classe. Et la dernière fois, on essayait de définir la classe comme étant un blueprint, comme étant un plan qu'on donne à Python pour qu'il puisse connaître comment il va créer nos objets. Et on a dit que cette classe, c'était une constitution des attributs qui sont juste des variables, des attributs et des méthodes qui, elles, sont juste des fonctions à l'intérieur des classes. Et cette constitution d'attributs et de méthodes permettait à notre classe de pouvoir exécuter certaines actions, exécuter certaines actions, behavior, et de faire certaines procédures pour pouvoir produire des résultats. On a aussi vu que pour pouvoir déclarer la classe, la dernière fois, on a vu qu'on utilisait juste le mot-clé classe et on passait maintenant le nom de la classe. Le mot-clé passe comme pour les fonctions. Ça nous permettait juste de dire à Python que pour le moment, on n'a pas encore le corps dans le body de la classe, mais on va l'écrire. On met juste le mot passe pour que lorsqu'il arrive à cette ligne, il va clairement passer à la ligne suivante. Il va essayer d'ignorer, il va pas nous retenir une erreur nous disant il expectait un certain token à cette place précise. Donc, il a été aussi souligné qu'en Python, on nomme souvent les classes de façon camel case, c'est-à-dire on commence avec la lettre majuscule comme user. Si par exemple ma classe était user entity, je devais mettre u en majuscule et lorsque j'arrive à entity, je mets encore un autre e en majuscule et je colle les deux. C'est ça qu'on appelle le camel case naming convention, à l'opposé des noms de variables qui sont en Pascal case. Donc, comme la dernière fois, on a parlé des concepts de classe. On a aussi parlé des concepts d'attributs. Si j'essaie juste de scroller et de venir ici, ça c'est un exemple de classe. Dans notre cas, on a une classe personne. Et comme on a dit, une classe c'est juste un plan qu'on essaie de donner à Python pour lui indiquer comment il va construire nos objets, comment il va les instancier. Et une classe, si on essaie de voir avec les exemples de la vie réelle, on va dire qu'une classe essaye de mettre en abstraction certains détails que nous, on n'a pas besoin. Comme par exemple, si j'ai ma classe personne, dans ma classe personne, je n'ai pas toutes les caractéristiques qui sont propres à une personne. J'ai juste des caractéristiques qui sont importantes pour moi dans mon programme. Comme par exemple ici, vous voyez, j'ai juste le nom, l'âge et le sexe de la personne. Je n'ai pas sa couleur de peau, sa taille, son poids et d'autres attributs qui, dans mon cas, ne sont pas relevants. Ok, pour notre exemple de la classe personne, vous voyez qu'on a toujours le mot-clé classe et après le mot-clé classe, on a le nom de la classe, dans ce cas qui est personne. Et on a un commentaire multiligne. Ce commentaire multiligne, vous allez le voir souvent plus dans les fonctions, dans les méthodes et dans les classes. Cela nous permet de faire ce qu'on appelle la documentation de notre code. Et ça nous permet d'une certaine manière de pouvoir documenter le code pour une référence ultérieure ou pour que les collègues ou d'autres personnes qui vont arriver sur ce code puissent facilement comprendre ce que le code fait et ainsi ne pas perdre trop de temps à essayer d'entrer, regarder, lire le code avant de comprendre ce que le truc fait. Là, par exemple, avec ce docstring, on voit que, OK, this class is a simple Python class with attributes and methods. Donc, comme notre classe est une classe basique, ça ne fait pas une action ou un programme précis. C'est juste à titre d'exemple. C'est pour ça que le docstring est assez simple. Et après cette déclaration de classe et après avoir mis notre docstring, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle les attributs de classe. Ok, qu'est-ce qu'une attribut de classe? Une attribut de classe, c'est juste
une caractéristique, une propriété d'une classe qui sera partagée à tous les objets que la classe pourra permettre de créer. Donc, disons qu'on a un plan d'une maison, on a un plan d'une maison, et on sait qu'avec ce plan de la maison, on peut construire plusieurs maisons similaires, on peut construire plusieurs maisons à peu près similaires. Une attribut de classe pourrait être, par exemple, disons, la longueur et la largeur de la maison. Longueur et largeur de la maison. Si on dit qu'on veut une longueur et une largeur constante pour toutes les maisons qui seront construites à partir de ce plan, dans ce cas, on peut dire que la longueur et la largeur, ce sont des attributs de classe, vu que ce sont des attributs qui sont déclarés au niveau de la classe et qui sont partagés à tous les instances, à tous les objets de la classe. À part ces attributs de classe, nous avons aussi touché le concept de constructor avec le initialization method. Et on a dit que le constructeur ou le constructeur, son job, en fait, c'était de prendre les paramètres que vous voyez en entrée, c'est-à-dire le nom, l'âge et le sexe, et le self, le tout premier paramètre qui est self. Vous allez voir que partout, tous les premiers paramètres, c'est toujours self. Self, là, fait référence à l'objet courant, c'est-à-dire l'objet qui est en train de vouloir d'être créé. Ok, je prends l'objet qui est en train de vouloir être créé, je prends le nom, l'âge et le sexe. Et qu'est-ce que je fais de cet objet? J'ai dit, ok, le nom, so self.name de l'objet courant sera égal au new name qui était passé en paramètre. L'âge de l'objet courant sera égal au new age de l'objet qui était passé en paramètre. Idem pour le sexe. Et à ce moment, name, age et sexe sont ce qu'on appelle des attributs d'instance, c'est-à-dire des attributs qui seront propres à chaque instance de la classe, ou en d'autres termes à chaque objet de la classe. Si on reprend l'exemple de notre plan de maison, on a la longueur et la largeur qui sont les classes attributes, donc qui sont idem pour tous les objets, pour toutes les instances. Maintenant, exemple de instance attribute, on pourrait dire la couleur, et on pourrait prendre la couleur, on peut dire que, ok, on ne veut pas que toutes les maisons aient la même couleur. Donc, chaque maison aura sa propre couleur. Et à ce moment, c'est la maison, c'est lorsqu'on construit la maison, là, qu'on choisit sa couleur. De elle a sa couleur propre. C'est ça qu'on appelle les attributs d'instance. À côté de ce constructeur qui a le job d'initialiser l'objet ou de créer l'objet, en fait, on a des méthodes simples. Quand je dis simple, c'est en fonction du nom, comme par exemple introduce et birthday. Vous allez voir que introduce et birthday, c'est des mots simples, pas comme double underscore init ou double underscore str. Maintenant, les double underscore, tous ceux qui commencent par double underscore et finissent aussi par double underscore, c'est ce qu'on appelle des magic méthodes, donc des méthodes magiques. Ces méthodes magiques, en Python, on est spécificité des fonctionnalités spécifiques et des jobs spécifiques à accomplir. Comme par exemple la méthode init qu'on vient d'expliquer. Son job spécifique, c'est de pouvoir créer de nouveaux objets, de pouvoir créer de nouvelles instances d'une certaine classe. Et la spécificité de notre str, double underscore str, double underscore, c'est de pouvoir donner une certaine représentation un peu plus compréhensible de notre objet lorsqu'on essaie de l'afficher. On va voir ça tout de suite lorsqu'on va partir dans le code. Dans sans plus tarder, je lance le code. Ok, ici je suis sur Visual Studio Code. Je suis sur Visual Studio Code avec le même fichier que la dernière fois, c'est-à-dire le fichier de Python Object Oriented Programming de Google Colab sur lequel on travaillait la dernière fois. Et nous sommes toujours sur notre fichier avec notre classe personne, notre classe attribute et nos méthodes, la méthode init. Ce que je vais faire, c'est exécuter ce code. Lorsque j'exécute ce code, voici là où je suis en train de créer des objets. Ici, je crée le premier objet qui s'appelle Dylan. J'utilise personne qui est le nom de la classe et je passe en paramètre le nom, l'âge et le sexe. Donc, je passe 3 paramètres. Ici, on part dans la méthode init, on va compter qu'il normalement il accepte 4 paramètres. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ce qui se passe, c'est que self étant l'objet courant, donc l'objet qui est en train d'être créé, lorsqu'on a recréé l'objet, on ne peut pas nous-mêmes prendre l'objet et le passer comme premier paramètre, vu que c'est lui exactement qu'on a en train de créer. Donc, ce qui se passe, c'est que ce premier paramètre n'est pas passé par nous, mais il est plutôt passé par Python under the hood.
dans quelques niveaux un peu plus bas du code. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de passer tous les caractères paramètres, on s'occupe juste de passer le new name, new age et le new sex. Et c'est ça qu'on fait pour pouvoir créer Dylan et pour pouvoir créer Urich. Voilà, maintenant on a créé Dylan, un objet Dylan et on a créé un objet Urich. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de print Urich. Avant de prendre Urich, je vais juste commenter mon code si avec CTRL/. Et je vais réexécuter mon code. Lorsque je prends Urich, c'est-à-dire l'objet que je venais de créer, vous voyez que j'obtiens une certaine chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, en fait, c'est l'emplacement mémoire de là où se trouve mon objet Urich que je viens de créer. Et comme vous le voyez, ça nous donne ça en hexadécimal. Et cette information, a priori, n'est pas vraiment utile pour nous, développeurs Python. Vu que Python est un langage de haut niveau, on n'a pas besoin de connaître l'emplacement mémoire de nos variables ou de nos objets. On n'a pas, c'est pas vraiment quelque chose qui nous est utile. C'est pour ça que Python nous donne la possibilité, nous donne cette fonction, cette méthode str. Cette méthode str va permettre de changer cette représentation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire changer la manière dont Urich sera affiché lorsqu'on va essayer de le print. Ici, je décommente juste mon code, CTRL/ encore, et que je réexécute. Vous allez voir que maintenant, la chaîne de caractères compliquée avec les hexadécimales qui étaient là a totalement changé en une autre chaîne de caractères. Maintenant, quelle chaîne de caractères? Cette chaîne de caractères. Et ici, vous pouvez customiser comme, par exemple, changer ça et dire 10, 6 et 10 et personne. Et vous voyez que ce qui est affiché est un peu plus descriptif. Vu que là, j'ai dit 10 personnes. J'ai mis le nom de la personne, j'ai mis l'âge de la personne. Au développeur, ces informations sont un peu plus utiles que l'adresse mémoire en elle-même. Et là, c'est l'utilité de la fonction str. Je crois qu'on a déjà vu l'utilité de la fonction init. C'est elle qui nous a permis de pouvoir créer nos deux objets Dylan et Urich. Là, maintenant, ce que je vais faire, on va tester la méthode introduce et la méthode birthday. Je vais utiliser la méthode introduce sur Dylan. Donc, CTRL/ pour décommenter. Et je vais juste commenter le deuxième print et je vais exécuter le code. Ok, la méthode introduce sur Dylan, qu'est-ce qu'elle fait? La voici. Elle prend paramètre self. Lorsqu'on fait Dylan.introduce, ce que Python fait under the hood, il appelle la méthode introduce et ce qui passe en paramètre, c'est Dylan. C'est là où Dylan maintenant devient quoi? Dylan devient le self, c'est-à-dire l'objet courant. Et lorsqu'on entre dans la méthode, il retourne une certaine chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères commence avec F, c'est-à-dire que c'est un formatted string. Create a new string object. C'est un formatted string. Et le formatted string nous permet, comme on a déjà vu, de pouvoir utiliser les variables à l'intérieur de nos chaînes de caractères. Donc ici, on dit, OK, on va afficher le nom de l'objet courant et on va afficher l'âge de l'objet courant. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il dit, hello, my name is, il arrive ici, il affiche le nom, and I am, il arrive là, il affiche le nom. On va essayer de tester la même chose avec notre méthode de birthday. So, instead of calling the introduce, je vais plutôt appeler la méthode birthday. Et ce que je vais faire, je vais encore exécuter. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? On entre dans la méthode birthday. Le paramètre, c'est self, c'est-à-dire c'est Dylan qui est passé. Il dit Dylan.age, donc l'âge de Dylan est égal à, si j'en ai réécrit ça, c'est Dylan.age est égal à l'ancien âge de Dylan, donc the previous age, qui était toujours aussi Dylan.age, plus 1. Donc, il prend l'ancien âge, il ajoute 1, et il retourne ça dans Dylan.age. Après, il retourne notre chaîne de caractères, happy birthday, le nom de l'objet courant, l'âge de l'objet courant. Donc, en gros, c'est ça le petit récap sur les notions de classe, les notions de constructeur, les notions de méthode et les notions de magic method. Prochainement, on va entamer, dans la prochaine vidéo, on va voir le concept d'héritage, en programmation orientée objet, particulièrement en Python, et comment ça marche en général. Till then, take care.